Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Cinémotion. Salut Doudou. Salut chouchou. Ah ouais, c'est moi chouchou, je crois, ouais, c'est ça, chez moi. Doudou et chouchou. Comment ça va mon grand ? Ça va très bien et toi ? Ça va super. Je suis content de retrouver ce format qui n'a que 2 épisodes, mais c'est vraiment cool. Et et chouchou et doudou, ça fait bizarre quand même, mais on tient peut-être quelque chose pour l'avenir. Ouais, je pense qu'on pourrait carrément faire un petit format court de vidéo là-dessus. Il y a moyen. Ou tu sais, genre, ça existe déjà. Ça s'appelle un gars, une fille en fait, sauf que là ce serait un gars. La bromance. Yes. Ok, faisons comme ça. Allez, c'est parti. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Déjà, merci tout le monde pour l'accueil du premier épisode, qui a été plutôt bien accueilli. En même temps, avec Star Wars écrit en gros dans le titre, c'était aguicheur pour le premier Cinémotion. Celui-ci va peut-être l'être un peu moins, puisque le thème, vous l'avez vu sur la miniature, donc on va pas faire durer le suspense, comme Kevin avait su faire durer le suspense dans le premier épisode, alors qu'il n'y en avait vraiment pas, puisque tout était résumé sur la vignette. L'horreur au cinéma et notre rapport à l'horreur au cinéma. C'est un sujet super vaste qu'on va faire que survoler, je pense, parce que déjà, j'ai pas révisé. Et puis, encore une fois, c'est notre ressenti plutôt personnel par rapport à la grande famille de l'horreur. Donc, on va pas traiter de tous les genres et sous-genres et sous-sous-genres de l'horreur, mais plus nous parler en fait de nos interactions avec l'horreur au travers le prisme du cinéma, voire même de la télévision. Est-ce que ça te semble correct ? Oui. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air cool. Ouais, je sais. Mais il y a eu juste le pitch qui a été bossé. Après, tu sais. Donc l'horreur. Ouais, moi j'ai une question pour toi. Et c'est moi qui ai une question aujourd'hui, parce que c'est moi qui anime, t'as vu tout ça. Ah, j'en aurais plein, je pense. Toi, depuis ta plus tendre enfance, donc du coup depuis plutôt... ma plus tendre enfance. Très bien. Oui, donc oui. Télé ou ciné, mais sur un support donc audiovisuel. D'où plus loin que tu te souviennes, c'est quoi ta première peur que tu aies vu au ciné ou télé en fait, qui t'a vraiment marqué? C'est quoi ta première peur? Alors, je pense que cinématographiquement parlant, ça doit être un truc comme Chucky. Ok. Chucky, les griffes de la nuit. Ah oui. Je pense. Ce film-là, non. En vrai, je pense que Chucky m'a. Enfin, il y a eu. Je pense qu'il y a trois vrais films / séries qui m'ont traumatisé. Il y a Chucky avec l'histoire des poupées. Évidemment. Et vu que moi j'avais des petites sœurs et qu'elles avaient des poupées, vraiment j'en ai eu peur très longtemps. Et ça couplé avec un épisode, je sais plus si c'est de Chair de poule ou Fais-moi peur. C'était une série c'était des séries éclatées en plus, où il y avait une histoire d'une poupée en porcelaine qui foutait le zbeul et tout, et ça m'avait bien choqué, au point où j'avais vraiment du mal à endormir, même à voir des poupées la nuit, des trucs comme ça, parce que j'ai l'impression qu'elles me suivaient du regard. Et les griffes de la nuit ont fait partie aussi de mes traumas d'enfance, parce que fun fact, déjà tout se passe dans l'univers du cauchemar. Et donc c'est un truc que tu ne peux pas contrôler, et même quand t'es petit tu le sais. Et moi c'est assez étrange, mais je vivais dans un bâtiment, et en face de chez moi, donc j'avais la fenêtre, et de l'autre côté j'avais un autre bâtiment, machin, et le reflet des lumières, enfin c'est de la pareidolie, des lumières sur la façade faisait une tête, et une tête qui était un poil menaçante. Et donc je te dis, putain, les griffes de la nuit plus ça, mes nuits elles étaient agitées. Hein. Je vois très bien, monsieur Kev. On va être amené à se revoir. Je pense qu'on va planifier 10 séances dans un premier temps. Minima, tous les 3 jours. Et je pense que c'est ces 2 films-là qui ont forgé le fait que les films d'horreur et moi, on s'aime pas trop. Et toi ? Même si je connais déjà la réponse. Peut-être, je suis pas sûr. Parce que j'ai quand même fait une introspection de moi-même pour essayer de retrouver vraiment la première frayeur. Et il y en a 2 en fait. Il y en a une qui est plus cinématographique, une qui est plus clip. Mais dans les 2 cas, mes premières vraies peurs, je les ai eues par le prisme de la télévision. Le premier, et c'est là qu'on sent le gap d'âge entre toi et moi, le premier, c'est le clip de Michael Jackson, Thriller. Ah oui. Lui m'a vraiment beaucoup fait. On avait la VHS avec clip plus making of, et en plus le making of je me le bouffais en boucle, va savoir pourquoi.
Et cette transformation en loup-garou, autant la version définitive du loup-garou me faisait pas peur, mais il y avait un intermédiaire où il avait juste les yeux jaunes, la peau qui commençait à se déformer, les doigts, les ongles qui commençaient à pousser, et ça m'a vraiment traumatisé à en faire des cauchemars, vraiment en ayant des nuits très très agitées. Et télévision toujours, et là je retombe avec toi, vraiment c'est Freddy et les griffes de la nuit. Donc c'est déjà bien plus tard. Ça passe. J'aurais pas dit ça. Moi, attends, j'en ai une autre aussi au cinéma, mais là vraiment d'accord, je pense que le cinéma je la connais. Le vrai gros film qui m'a fait peur, c'est Freddy, et surtout la mort de Tina, qui est la première victime de Freddy, du tout premier, qui est celle qui vole au plafond, etc. Machin là, ouais. Et qui tombe sur son lit et dans une flaque de sang, ça m'avait un peu rendu chafouin, je te cache pas. Et pour le cinéma, ma première grosse frayeur, c'était Blanche-Neige. C'était la sorcière déguisée en vieille dame qui va donner une pomme. La vieille dame m'a traumatisé au cinéma, en fait. Vraiment, j'ai eu très 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 peur assez longtemps. Alors on va planifier 10 séances. Oh, tu peux y aller pour 20 séances. Putain, vraiment, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à L'Exorciste. Pas du tout. L'Exorciste, je l'ai vu, j'avais 8-9 ans. Mais la première fois que je l'ai vu, j'ai tellement rien capté en fait, et je le regardais à moitié que ça m'a fait peur dans les hurlements, mais je captais tellement rien que c'est pas ça qui m'a vraiment marqué. Après, plus tard, l'Exorciste a été un de mes traumatismes aussi, parce que même encore aujourd'hui, l'Exorciste, j'aurais du mal à le regarder seul et dans le noir, par exemple. C'est plus ça. Je savais que ce film t'avait marqué. Oui. Mais oui, pas dans le sens un des premiers. Mais intéressant parce qu'on a donc, mis à part Les Griffes de la Nuit, donc de Wes Craven. D'accord. Oui, c'est vrai que dans la petite Siane, ça n'a rien à voir. Donc, oui, Ursula, quoi. Mais oui, c'est vrai que Blanche-Neige, il est vrai qu'elle fait un poil flipper. Mais ça peut faire peur aussi. La belle-mère. Elle-même, ouais. Oui, c'est quand elle est avec sa verrue sur le pif, avec sa pomme. Ouais, la grand-mère en plus, mais c'est pas tant la belle-mère, enfin la sorcière, elle en elle-même, j'ai pas eu peur. Mange-la ta pomme. C'est ça. Et son côté très très mielleux là, mais si, mange cette pomme. Je sais plus du tout ce qu'elle dit, tu vois, mais vraiment ça m'a fait très peur. Je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que toi, je sais que là-dessus on est un poil différent parce que toi, le cinéma d'horreur, c'est un truc que t'apprécies. Oui, ou j'apprécie, en tout cas maintenant, je m'en tamponne un petit peu. Mais tu sais, je fais partie de... Enfin, je suis génération métal, en fait. Et du coup, quand t'écoutes du métal, t'es obligé de regarder les films d'horreur, les trucs, de connaître un peu tes classiques. Je pense que j'ai été très manipulé par ça quand j'étais pré-ado et ado. Mais d'une manière générale, j'aime bien quand le cinéma, même le cinéma, avec l'horreur, va arriver à me surprendre. Quand je dis surprendre, c'est pas du putain de jumpscare ou du screamer. C'est des films qui arrivent à poser leur ambiance. Par exemple, Silent Hill, qui est pas un film à proprement parler d'horreur, mais il importe une ambiance avec lui, et l'ambiance fonctionne super bien sur moi. Donc j'aime bien me faire surprendre par ce genre de film, et que ces films arrivent avec l'ambiance qu'ils posent, arrivent à me provoquer des frayeurs, en fait. Après, dans le film dit d'horreur, moi je trouve que c'est très très large comme sujet, et c'est libre à interprétation. Par exemple, Halloween est un film d'horreur, un sous-genre c'est un sous-genre de l'horreur, c'est du slasher. D'accord. C'est du slasher. Et t'as plein d'autres films comme ça. Et moi, personnellement, je trouve que des films comme Seven, pour moi, ce sont des films d'horreur dans le sens où c'est un thriller psychologique. Et ça te montre une partie assez sombre de l'être humain où tu te dis, ok, ça peut arriver parce qu'il y a des tueurs en série de ça. Et pour moi, ça fait partie un peu de ce truc qu'on peut qualifier dans l'horreur, même si c'est pas comme dans l'horreur, la façon dont on se l'entend de prime abord. C'est ça, parce que généralement, quand on parle de films d'horreur avec des gens, et j'ai fait encore des guillemets avec mes doigts sur horreur, c'est explosion c'est une surabondance de sang, c'est des cadavres à tire-larigot. Enfin, c'est ça qu'on voit, et c'est souvent le slasher qui revient, tu vois, ou l'exorciste quand on va parler des films de possession. Mais c'est vrai que Seven, c'est une autre forme d'horreur qui est plus une torture psychologique à la limite, mais qui est cataloguée thriller. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tout ça dans les trailers. Et je trouve que tu as un côté horreur dans le sens où tu peux passer à côté là où
dans un thriller, tu peux passer à côté d'un. Enfin, le tueur peut être quelqu'un d'humain, est quelqu'un d'humain qui fait des choses horribles. Que dans les films dits d'horreur, t'as la plupart du temps, on va dire les slashers ultra connus, donc Halloween, Jason, les mecs, c'est pas des gens que tu vas croiser dans la rue et te dire, ouais, ça va, ils sont équilibrés. Tu sens déjà, ils portent des masques, ils ont des trucs. Et c'est là toute la différence pour moi, c'est que. Mais c'est pour ça que pour moi, l'horreur peut être un truc très très large. Ah, le spectre de l'horreur, en fait, quand on parle d'horreur, est très 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 large. C'est pour ça qu'en préambule, j'ai dit qu'on n'allait pas rentrer dans les détails, parce que ça va dans l'horreur, il y a aussi tous les films de possession, Oui. mais il y a aussi les films de zombies, Oui. les films de contaminés, Oui. slasher, les tortures porn, qui étaient très à la mode entre 2000 et 2010, on va dire, vraiment, Oui. avec Saw en tête de liste. Et Hostel. Et Hostel, alors moi Hostel par contre ça n'a jamais marché sur moi. Ouais, quoi. mais Hostel, j'ai toujours... tu sais, c'est un peu vendu après il doit sortir après Saw 1 ou Saw 2. Et je crois que c'est vendu comme étant un Saw, mais un peu différent. Ah, c'est un saut au rabais en fait, parce que en fait c'est plus la prod, la mise en lumière de ce film est juste, il se passe rien en fait, c'est Disons que très peu de travail en fait. C'est ça. Là. Disons que t'as un seau d'un côté et t'as un bol de l'autre, quoi. C'est pas le même contenant. Non mais je t'attendais, je savais. Bah oui, bien sûr, évidemment. Mais tiens, pour revenir, un film qu'on a fait dans cette émission, 8 mm. Pour moi, c'est vraiment un film d'horreur. Ouais, t'assimiles beaucoup la torture psychologique ou les films avec grosse ambiance psycho avec de l'horreur, en fait. Je comprends. C'est peut-être... Oui, pour moi, ça va de pair. Et donc, toi, tu as grandi un peu avec le cinéma d'horreur, parce que je pense qu'on est tous passés par là, ados, parce qu'on aime se faire peur, tu sais, t'as besoin de te faire peur. Bien sûr. Puis toi, t'étais un peu plus vieux. Enfin, toi, je pense que c'est vraiment ton adolescence, ça. Alors que moi, j'étais plus jeune, mais les trucs genre Souviens-toi l'été dernier. Toute l'époque du renouveau de genre, voilà, les Scream, les nouveaux films teenage qui font peur. Donc il y a eu Scream qui a un peu lancé cette nouvelle vague. Après il y a eu Souviens-toi l'été dernier, où rappelons-le quand même, le tueur est un pêcheur. Il y a eu le film de Robert Rodriguez avec l'extraterrestre, là, je sais plus comment il s'appelle, une espèce de fourmi, presque, mais non. Il y en a eu plusieurs, ouais. Il y a eu une grosse vague de films comme ça. Mortel Saint-Valentin. Ouais, non, c'est vrai, non, mais ou le truc là qu'on avait vu où le mec il tue. Mortel Saint-Valentin, et t'as un autre truc sur la Saint-Valentin là. Oui, on en a fait 2 en 2 ans sur la Saint-Valentin. Ouais. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'après on va devoir venir. Oui, puis on a fait le tour un peu aussi. Est-ce que t'as vu Paranormal Activity, tu vois ? Oui. T'as vu le premier, celui qui a posé posé le un ou deux, mais j'en garde pas un souvenir impérissable. Parce que le premier, j'ai été le voir au cinéma, je me suis fait avoir par la bande-annonce qui te montrait quasiment rien du film. D'un point de vue c'est ultra bien. C'était très très bien, ça a été encensé par plein de critiques et il te montrait le public en train d'avoir peur en fait sur les bandes annonces. Donc j'étais avec une collègue et 2 amis à moi et on décide d'aller voir ce film en sortant du boulot. Tu vois, on se retrouve, tac tac, on va au hall pour regarder ce film. Je me suis fait chier. Pourtant j'aime bien les films, à la base c'est ce que je disais tout à l'heure, qui prennent leur temps pour poser une ambiance et justement te surprendre dans cette ambiance une fois que t'es bien installé dedans. Mais là, il y a quand même beaucoup de moments où c'est une caméra qui filme une porte la nuit et il se passe rien, tu vois. Vraiment, je suis resté hermétique à ça. Il y a prendre son temps et oublier qu'on est en train de tourner un film quand même. C'est ça. Après j'ai vu le 2, et le 2 il y a quand même un bébé qui vole à un moment donné, et je suis très sensible à ça en fait, quand tu fais intervenir des nourrissons qui sont possédés d'une façon ou d'une autre, tu vois, ou même juste où l'esprit va s'amuser un peu avec le gamin, là je suis beaucoup plus sensible à ça. Et du coup le 2 a un peu mieux marché sur moi, parce qu'il y avait un peu plus genre de budget, ils avaient installé plus de caméras dans l'enceinte, enfin la maison où tout se passait, ça fonctionnait un peu mieux. Les enfants et les animaux, c'est un truc qui, tu sais, ça touche une fibre. Oui. Je pense chez beaucoup de gens qui font que, voilà, il y a quelque chose, comme dans Rec, où on voit la grand-mère, bon c'est quelque chose, et la gamine qui saute au cou des... Tu sais, tu sens qu'il y a un truc, tu dis, ce film il transgresse un peu les codes moraux, on va dire. Oui, et ça faisait du bien, hein. Le premier Rec, est génial. On l'a fait ou pas, Rec? Oui, on a fait Rec 1 et Rec 2. Ah oui, on avait fait Rec 1 et Rec 2. Le premier Rec est génial, ouais. Allez, le deuxième, on peut même aller... Ouais, le deuxième c'était sympatoche aussi. Il est pas mal, mais il casse le problème en intégrant une autre caméra d'un autre groupe, et c'est dommage. Mais... on peut pas parler d'horreur sans parler d'un des pionniers
du found footage. Ah, Bien sûr, oui, Blair il y en a Witch. deux. Moi, Oh la moi, vache, je t'attendais au putain, tournant. Parce t'as que... 2 doigts de me rater. Et Ouais, je me suis dit, putain, mais j'étais parti. Dans ma tête, il y avait un autre titre. Mais tu sais, un titre qui a rien à voir, quoi. Comme Cannibal Holocaust, par exemple. Oui, mais ça, c'est. Oui, c'est vrai. Putain, oui, j'ai oublié. Bah, oui. Oui, Et oui. parce que c'était un peu Ça, le c'est found fou, footage des années 80. Vraiment je crois qu'il est de 80 ou de 81, le film, où la légende, enfin je crois que c'est un peu ce qui s'est passé, le réalisateur a dû se présenter à un journal télé ou dans une émission télé avec les comédiens pour rassurer les gens et dire non mais ça va, ils sont bien vivants, c'est un film, les gens, ça va bien se passer. Et pour la fin des années 90, c'est Blair Witch qui a réinstauré, pour moi, un peu le found footage. Et les deux le font très bien, à des nuances et des degrés différents. Mais Blair Witch fonctionne excessivement bien sur moi. Pourtant, il y a des cailloux et des brindilles. Là. Ouais, mais tu sais, t'as un système de com qui était pendant longtemps, plein de gens pensaient que c'était vrai. Que ça soit l'histoire de la sorcière de Blair ou c'est cette disparition de ces 3 mecs. Je veux dire, il y a des gens encore aujourd'hui, je suis quasi sûr que tu leur dis, ils vont te dire que c'est une histoire vraie. Ouais, pourtant, il y a eu Blair Witch 2 entre temps, je comprends pas. Moi non plus, je le comprends pas ce film. Alors, on va faire une suite. En fait, non. En fait, si. En fait, non. Ça, c'est pareil. C'est un truc qui est toujours con. Quand tu fais un bon film, pourquoi tu vas aller faire une suite L'argent. Ouais, mais des fois, c'est pas comme tu disais Silent Hill qui est pas trop mal. Ouais, le premier, il est pas mal. Le 2, c'est un étron filmique, quoi. Le 2, il n'y a rien. Ils oublient carrément. Des fois, il faut arrêter. C'est un film bien, ça veut pas dire qu'il faut en faire d'autres. Voilà. Oui, mais encore une fois, dans le premier Silent Hill, par exemple, Christopher Gans connaissait le réalisateur, je veux dire, connaissait le jeu, aimait les jeux. Et du coup, il a su s'inspirer, et ça se voit dans le visuel, même dans la première scène où l'héroïne rentre dans Silent Hill et cherche sa gamine, où elle descend des escaliers, c'est le même plan et les mêmes cadres que dans le jeu, en fait. Donc il y a un vrai respect du matériau d'origine, si ce n'est les scènes avec Boromir. C'est peut-être son plus gros défaut, en vrai, du film. Boromir ? Non, qu'il s'inspire trop du jeu. Les plans, les trucs, les machins. C'est peut-être même ce qu'on peut lui en reprocher que tu sais plus si c'était dans le jeu ou dans le film. Ah, c'est vrai aussi. C'est ce qu'on peut lui reprocher. Après, moi, j'ai passé un bon moment devant ce film. Hein. Oui, parce qu'il avait développé une histoire qui collait vaguement, enfin qui rappelait plein d'éléments des différents Silent Hill. Mais encore une fois, c'était la restitution en fait visuelle de la ville, par exemple, était criante vérité pour quelqu'un qui avait fait le jeu. Qui avait aimé les jeux, tu te retrouvais vraiment, enfin c'était glauque as fuck en fait. Vraiment, t'étais dedans en fait, vraiment. T'as un peu moins parce que Silent Hill va chercher dans le visuel des trucs assez gore que t'avais moins dans le film, et heureusement parce que dans les jeux t'as des trucs un peu déglingos. Et bah tiens, t'as un premier rapport parce que à l'horreur dans un jeu vidéo ? Ah, moi dans un jeu vidéo, rapport à l'horreur, ça va être très bateau, mais je pense que mes premières vraies frayeurs, c'est avec Resident Evil sur PlayStation, donc 95-96. Ouais, pareil, avec le 3. Bah, ouais, pour le coup, parce que c'était suffisamment beau pour l'époque et suffisamment cinéma, finalement, parce totalement. que ça prend vraiment tous les codes du cinéma pour que ça fonctionne. Et quand tu le regardes aujourd'hui, le Resident Evil original, tu te dis, ah non, c'est pas beau du tout en fait. Mais il arrivait à te faire oublier en fait le design au profit vraiment d'une mise en scène qui était juste top. Puis Resident Evil, grosse inspiration de Romero, et La Nuit des Morts Vivants. Hein. Bah, clairement, c'était très inspiré. C'est carrément un hommage, moi j'ai envie de te dire, mais il s'en est jamais caché, le créateur Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, là-dessus. Et ça se sent. Et en parlant de ça, Romero, pareil, un des pionniers du cinéma d'horreur de zombies. Oui, il se servait en fait de ça il se servait des zombies pour faire une bonne critique sociétale en fait régulièrement. Dans tous ces films, il critique quelque chose et il utilise l'outil zombie pour le faire. Mais c'était top en fait. Je les ai pas tous vus ou sinon je me souviens plus bien parce qu'il en a fait pas mal, surtout sur. Il en a fait énormément.
est énormément. récent, En fait. je veux dire, mais il y avait des choses vraiment très cool dans le cinéma de Romero. Il avait compris quelque chose en fait, et utiliser les zombies de cette manière, c'était à chaque fois vraiment très cool. Et toi, l'exorciste, comment tu le perçois, comment tu l'as perçu quand tu l'as vu, découvert en tout cas? Alors, je devais avoir une bonne dizaine d'années, enfin une petite dizaine d'années quand je l'ai vu. Et pareil que toi, en fait, j'ai rien bité. Moi, c'était juste une meuf qui marchait en crabe, qui se pissait dessus, parlait dans une langue Alors attention, incompréhensible. la meuf qui marche en crabe, c'est dans la version ressortie cinéma en 2000. Oui, mais C'était une scène ajoutée. c'est peut-être celle que j'ai vue en vrai. Hein, donc, Elle m'a fait faire un bond au cinéma cette scène. Je l'attendais tellement pas. moi, c'est ce que je me souviens. Après, j'ai sûrement vu le remake plus tard, mais le premier exorcisme qui m'a un peu touché, parce que j'avais ce biais de compréhension de ce qui se passait, c'est l'exorcisme d'Emily Rose. Je crois que je l'ai vu au cinéma, mais vraiment, je m'en souviens très peu. Celui-là, je l'ai vu au ciné, je sais qu'il m'a touché, mais j'ai toujours du mal, moi, avec les films de possession où il y a de l'exorcisme, il y en a patate, hein, on en a fait un il y a pas longtemps avec Le Conjuring. le Conjuring, ouais. Et ça, c'est toujours des trucs qui me mettent ultra mal à l'aise, dans le sens où souvent la personne donc dans ces films-là finit mal, et quand ils sont inspirés de faits réels, la personne quasi en est morte, ou voilà, ça se passe pas très bien, et souvent c'est à base d'incompréhension, de maladies mentales qui sont soignées à base de bénite et d'exorcisme, donc un peu de la torture, hein, si on veut. Et moi ça me met très mal à l'aise en fait, ça. Mais c'est des films, quand ils sont bien faits, ça se regarder, mais je trouve que sur ces films-là, le film est trop tourné sur ceci vient d'après une histoire vraie, des faits réels. Enfin, ils appuient tellement dessus que je trouve ça un peu dommage. Moi, le problème que je vais avoir avec les films de possession, bon, l'exorcisme mis à part, parce que c'est une œuvre vraiment majeure, en tout cas, il a contribué à plein de choses ici. Puis il a marqué le monde du cinéma. Hein. Oui, et puis il a marqué son époque, hein. Les salles, ça interdisait aux femmes enceintes de voir le film. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de malaise. J'ai vu, moi, quand il est ressorti en 2000 et que j'étais le voir au ciné, j'ai vu des gens sortir de la salle. Alors que le film, c'était le même. Ils avaient juste rajouté des scènes qui avaient été coupées de la version originale. Sinon, c'était le même, dont la scène du crabe où elle descend juste les escaliers, qui m'a fait faire un bond. Mais vraiment, vraiment, j'ai sauté de mon siège. Ah, je l'attendais pas, celle-ci, j'aime pas ça. Mais en fait, et c'est ça la balance, en fait, avec les films de possession, et même les films de possession récents, c'est qu'ils flirtent vraiment, je trouve, beaucoup. Ils sont toujours sur le fil du rasoir avec ça peut être bien, et ça peut très vite tomber dans le kitsch et le nanar presque. Tu vois, la nuance, les tortures qu'on peut infliger à un corps humain, les modifications que peut subir le corps humain de la personne qui est possédée, etc. Ça peut être super bien et malaisant, et donc je pense que c'est l'idée première. Et comme dans The Conjuring, on avait fait la réflexion, quand la possédée a le masque, un drap sur elle et qui a son visage qui se tord, machin, ça tombe dans le un peu ridicule. Et je trouve que souvent ces films, ils flirtent avec cette frontière-là. Soit ils réussissent et c'est très bien, ou sinon ils tombent dans ok, donc là c'est raté, comme L'Exorciste, la préquelle, Ouais. qui raconte la jeunesse du père machin. Ouais, encore une fois, un truc on en a rien à branler. Et Exactement. c'est ça. Et après, il y a dans ces films, enfin, t'as les trucs de possession, c'est peut-être ceux que j'adhère le moins, même si ça peut être très bien fait. Bah, on en a parlé dans Conjuring, hein. Conjuring, ça flirte avec ça peut être très bien, puis après ils nous foutent des masques de démons dégueulasses où tu dis putain c'est dommage, ça flirte avec le nanar et ça en perd de sa qualité, je trouve. Et c'est un peu le problème qu'on a dans patate de films d'horreur, où des fois t'as des bonnes idées et puis t'as le budget costume, le budget effets spéciaux qui est éclaté et qui fait que tu te dis oh dommage, on est passé à ça d'un bon truc. Et ce que je ne comprends pas, c'est que on veut toujours, enfin, que dans plein de sortes de films, te montrer les démons, les extraterrestres, les trucs. Pourquoi ce besoin est obligatoire de te montrer, alors que il y a des films et des vieux films qui ont surfé sur le moins tu en vois, moins bien tu te sens. Je prends un exemple tout con, Alien, le 8e passager. Le xénomorphe, tu le vois très peu.
Parce qu'il y a un problème de moyens. Parce que Scott savait qu'il pouvait pas le montrer, il pouvait pas faire des cabrioles, parce que c'était pas possible. Tu le vois très peu, mais t'en as peur. Les seules fois où tu le vois, où tu le sens, la plupart du temps, en plus, quand t'as peur, c'est parce que c'est juste le chat qui se Souvent, balade. c'est ça, c'était le jumpscare chat. Ouais. Mais tu te dis, putain. Et quand t'as le cafard de l'espace, tu te dis, waouh. Et il y a plein de films comme ça où, sans voir, t'as peur. Ce qui a voulu nous faire Paranormal Activity, sauf qu'il se passe pas grand chose en vrai. Paranormal Activity, c'est sans voir. Et sans rien. Il y a juste à la fin où vraiment il se passe un truc. Et voilà, et avec cette porte, il se passe un truc à la fin. Tu fais, ouais, dis donc, payer ma place 10 balles quand même. C'est ça. Ouais, et ça, je comprends pas parce que dans les trucs d'horreur un peu. Ça, c'est un ressort cinématographique ultra intéressant. Et qui peut te faire économiser des moyens, là où des fois tu vas les claquer dans un costume extra dégueulasse, et c'est dommage. Eh oui, dans un autre genre que la possession, le premier Saw, je veux pas trop qu'on parle de Saw, parce que je sais que Vivien aimerait qu'on fasse un truc dessus, donc juste pour donner l'exemple, le premier Saw ne montre pas tant que ça. Les gens s'en souviennent et ont l'impression, des fois quand tu les entends parler, qu'il s'est passé plein de trucs dans Saw, on te raconte plein de trucs, on te clippe 2-3 choses, mais on te les suggère en fait simplement. Et c'est la façon dont c'est émis en image, émis en dialogue, cette impression d'avoir vu en fait. Mais finalement dans le premier saut, tu vois pas grand chose. Le pied coupé, tu le vois pas. Alors qu'il y a beaucoup de personnes, tu leur demandes, si, il se coupe le pied. Oui, il se le coupe, mais est-ce qu'on le voit ? Oui. Bah en fait pas du tout. La mâchoire, le piège à loup, le piège à ours là, il se passe rien de toute façon, parce qu'elle arrive à se libérer. Le mec qui doit sortir de son labyrinthe de barbelés, c'est clippé, donc tu as que des plans sur lui, mais t'as aucun plan où tu le vois vraiment galérer dans les barbelés, etc. Et c'est tout le temps comme ça dans le premier Saw. Et c'est pour ça qu'il est très bien ce film. Puis Saw 1 est un thriller psychologique pour moi. Bien sûr, c'est un huis clos et c'est un thriller psychologique. C'est après où ça devient vraiment du torture porn dans les Saw. Mais oui. Dans le Saw 1, moi, c'est ce que j'avais vraiment apprécié dans ce film, c'est rien n'est montré, tout est suggéré, mais tu te sens pas bien quand même. C'est ça, et il y avait une très bonne mise en lumière déjà, il y avait un gros contraste entre les deux protagonistes qui sont enfermés dans leur espèce de salle de bain dégueulasse là, où il y a énormément de lumière, et finalement tout ce qui se passe à l'extérieur, et surtout les scènes qui te sont racontées, quelquefois mis en visuel, c'est souvent des endroits avec une lumière très chaude, mais très atténuée en fait. Oui. Et t'avais une grosse différence qui déjà te mettait bien, te présentait bien ce qu'on te raconte, ce qui est en train de se passer en temps réel, et cet ensemble-là fonctionnait bien. Après, ça c'est pour moi un peu perdu, je trouve, dans Saw. Je suis assez d'accord. Et en vrai, c'est là où toute la différence, des fois, entre un bon et un mauvais film, c'est une ambiance. Oui. Je pense que les films d'horreur, c'est vraiment le genre où l'ambiance est primordiale. Je suis complètement d'accord. Il faut prendre le temps d'instaurer quelque chose. C'est-à-dire, quand tu regardes Halloween, l'original, si tu le regardes aujourd'hui et que tu le regardes avec tes standards d'aujourd'hui, il va te faire rigoler le film. Mais il pose une ambiance en fait, et c'est pour ça que ça fonctionne, malgré que ce soit un slasher et que le scénario il soit décousu au possible. Le massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, l'original, il est ringard aussi finalement aujourd'hui avec nos standards, mais c'était le cinéma un peu de la débrouille, et Rattle Rock, notre copine, en parle très bien aussi. Cinéma de la débrouille, il n'y avait pas de budget, et ils font un truc qui est une masterclass et qui a inspiré plein de choses derrière. Et Evil Dead, le premier, même le deuxième qui est encore pire parce que c'est une relecture du premier plutôt version film comique. Moi, Evil Dead, le tout premier, le de Peter Jackson, pas Peter Jackson, Sam Raimi, il me met mal à l'aise. Est-ce que c'est parce que les maquillages sont juste à mourir de rire, mais au final, tout ce qui peut te paraître drôle, remis dans le contexte de cette cabane perdue au fond des bois, avec un mec qui se dit « Ah ben c'est ce livre, on va l'ouvrir, puis je vais le lire à voix haute parce que... » Non, fais pas ça. Non mais en vrai, et puis surtout tu le vois que c'est tourné avec 50 balles et une caméra, et oui. Et t'as ce côté-là très found footage presque, même si c'en est pas du tout un, mais t'as ce grain de pellicule qui... T'as l'impression que tout est réel. Oui, bah, y avait aucune réflexion tellement sur l'éclairage. Enfin voilà, il filmait comme il pouvait, quoi. En plus, tu sens que les acteurs, c'est pas vraiment des acteurs. Il y a tout un truc où... Voilà, c'est un projet de fin d'année en école de cinéma. Et, c'est presque ça. Ouais. Mais ça passe super bien parce que t'as l'ambiance qui... Tout de suite, tu rentres dedans. Carpenter. Parce qu'on n'en a pas parlé et je pense qu'on peut pas
on peut pas parler d'horreur bien sûr. sans parler de John. John, si tu nous écoutes, on est là. Big up. Voilà. Et bah John, pareil, c'est un maître de l'ambiance. En plus, il fait ses musiques, ses trucs, où sa femme faisait les musiques. Donc, Non, en tout cas, lui, il compose. Il a composé énormément des thèmes de ses films, bien le sûr. mec, voilà, il avait une main mise sur ses projets et tu le ressens. Bien sûr, il était investi, du coup il savait ce qu'il voulait faire, il savait où il allait, c'est pour ça qu'il a refusé les suites d'Halloween aussi. Il savait où il allait, et Halloween pour lui par exemple devait s'arrêter au premier fin volet. On passe à autre chose, et c'est fini. Bon, du coup c'est raté, parce que l'argent, j'imagine. Mais non, Carpenter, The Thing. Ouais, ce que j'allais dire. Et celui-là, pareil, quand je l'ai vu, il m'a mis une claque parce que le body horror, c'est un truc, il faut quand même s'accrocher, surtout dans The Thing, où vraiment, il y va pas avec le dos de la cuillère. Ah bah non, il y va très fort. Et à contrario de grands réalisateurs comme ça, surtout flagués body horror, etc., il y a un film qui me revient là, qui a aussi qui fait partie de mes traumas de pré-ado, parce que je devais être en 6e, 5e, c'est le Reanimator. Je sais même pas si tu connais ces films-là. Je regarde, mais ça me dit rien. C'est un mec, je m'en souviens très peu, hein, mais c'est un étudiant, il a des lunettes, il est brun, il a un sérum vert, et quand il plante son sérum vert avec une aiguille dans quelque chose, ça le ranime. Sauf que ça le ranime un petit peu défectueux, si tu veux. Et il y a quelqu'un qui se fait trembler par 8 mètres d'intestin dans ce film. Il y a une tête qui parle, et un chat qui devient fou parce qu'il est ranimé. Ce que je regarde l'affiche, c'est H.P. Lovecraft, Reanimator, un film culte de Stuart Gordon. Et je pense qu'il a un petit statut dans le milieu, mais toi, tu connaissais pas, toi, par exemple. Mais non, est-ce que c'est générationnel ou est-ce que c'est de base parce que c'est pas l'horreur au sens large, c'est pas quelque chose qui te Reanimator 2, Reanimator 3. Alors là, on sort du cadre de Flipper, hein. Vraiment, moi, je me souviens de Reanimator. Dans les films plus récents, il y a le remake de Massacre à la tronçonneuse. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec le remake où tu suis le shérif, du coup, enfin celui qui se fait passer pour le shérif, là, Hewitt, je crois qu'il s'appelle comme ça, et le préquel qu'ils ont fait après en reprenant le même comédien que le shérif qui t'apprend plein de trucs dedans. Je sais pas, il y a une ambiance, un ton. J'ai un peu de mal, moi. J'aime bien encore une fois, c'est la colorimétrie qui me plaît en fait. Ça, c'est très sépia, il fait chaud en fait dans ces films-là, il fait très chaud et ça suinte beaucoup. Bah tiens, un film d'horreur moi qui m'a pas mal marqué aussi, c'est La Mouche. Lequel ? Comme ça, lequel ? Bah, y en a un qui est de 68 et puis il y a celui avec Jeff Goldblum. Ah bah moi je te parle avec Jeff. Ah, salut Jeff, on t'embrasse. Ouais Jeff, hésite pas à venir, la vache, hésite pas à venir un de ces quatre, hein, on t'adore. Et pour Jurassic World 3, on t'en veut pas. Non mais on t'aime. T'as pas fait que des grands films, mais toi dans un film ça fait un grand film. Faut pas déconner. Exactement. Moi je crois que je l'aime trop. Et La Mouche, moi, m'a vraiment j'ai oublié de le dire tout à l'heure parce que voilà. Mais en y repensant, quand tu le vois se transformer et tout ça, j'en ai encore des sueurs froides, quoi. Ouais, je l'ai vu dans l'année avec Sarah. Je sais plus, on devait regarder un film sûrement pour faire entrer le film. Puis dans la foulée, après, dans les recommandations sur Disney+, il me semble que ça te proposait La Mouche. Oh, regarde La Mouche. Et on a regardé La Mouche. Alors, oui, et quand je l'ai vu à l'époque, donc à la télé hein, évidemment, il m'a aussi traumatisé, comme toi, la transformation mais les intermédiaires de transformation, c'est toujours ça le plus dégueulasse. Quand t'arrives au produit fini, mouche humanoïde, c'est rigolo un peu. Enfin moi, ça me sort un peu du truc. Mais c'est toutes les étapes intermédiaires, un peu comme le clip Thriller de Jackson, tu vois. Ça. Et puis t'as ce côté folie, où il veut que, sa copine enceinte, et il veut garder le gamin pour le transformer, pour que lui, ça... Il y a tout un côté psychologique qui est horrible au possible aussi. En fait, son corps change, mais son cerveau aussi, quoi. Et, il pète une pile aussi. Ah ouais, après... Mais je pense que si je le revois, il me fera pas du tout le même effet. Si tu le revois, la machine à transformer, la machine à te téléporter, du coup, elle te fera rigoler. C'était la grande époque des diodes. Oh oui, il y en avait partout. Ouais, mais tu me crois, la mouche, je l'ai vue qu'une seule fois. Et je l'ai vu gamin, et depuis, j'ai jamais eu trop l'occasion, j'ai jamais cherché à avoir l'occasion de le revoir. Comme Chucky. Il y a des films comme ça. Hein. Chucky, je l'ai, le premier, je l'ai vu quand j'étais petit, et j'ai dû voir Chucky 2, je crois, mais genre la fiancée de Chucky, le mariage de Chucky, Chucky va à la cantine, Chucky mange des cacahuètes, ça, toutes ces suites-là, je les ai pas vues, moi. Mais rien que... Chucky 1 m'a tellement trauma que je me dis, j'ai pas envie d'en revoir. Hein.
Et je pense que j'en rigolerais. Oui, mais je pense que c'est des films qui n'ont pas spécialement bien vieilli. Après, dans mon cas, Chucky, je suis passé au travers. Je les ai découverts très tard, et du coup, j'avais déjà eu mes peurs. Alors que les films Chucky étaient déjà sortis depuis longtemps, mais juste ils n'étaient pas arrivés à mes yeux. J'ai eu mes frayeurs avec les poupées, avec un film qui passait genre sur M6 dans les jeudis de l'angoisse, tu vois. C'était les poupées, je crois, Dolls en anglais. Genre, je sais plus, des gens qui tombent en panne de bagnole pour une raison obscure et qui se retrouvent dans une maison. Évidemment, c'est tenu par deux clampins complètement pétés et ils dorment dans une pièce où il y a plein de poupées et les poupées s'animent et veulent les tuer en sciant des morceaux de membres, etc. Et ça m'a fait un peu peur. Bah ouais, tu m'étonnes. Pareil, un film qu'il faudra qu'un jour on traite dans Faites entrer le film, c'est La Maison de Cire. Enfin, c'est ça le titre. Avec Paris Hilton. Ouais, c'est ça. Oui, qui m'avait. J'ai passé un bon moment. En fait, agréablement surpris aussi, pareil. Et je me suis dit, c'est. Enfin, pareil, en termes d'horreur, c'est très bien cherché. Dans le sens où tu passes à côté des gens qui. Tu crois que c'est des poupées de cire et en fait, ils sont vivants. Et en fait, pas du tout. Et ça, c'est assez glauque, en fait, de se dire ça. Est-ce qu'on parlerait pas de Devil Reject ? Si, oui, on peut. Juste comme ça, parce que lui, en espace de. Enfin, dans le genre de torture psychologique, il est pas mal aussi. Ouais, j'avoue que passer. Avoir de l'empathie pour des tueurs, c'est pas mal. J'avais déjà eu ces amours-là avec Tuernay, tu vois, mais c'était pas à ce niveau-là, parce que Tuernay, il tuait pour le fun, et puis il te présentait ces tueurs comme des héros, presque. Ouais. Là, tu sais ce qu'ils ont fait, tu sais qu'ils sont complètement pétés du casque. Et ça te fait chier qu'ils se fassent... Enfin, à la fin, elle te fait chier. Tu dis, ah non, quand même, on aurait pu leur laisser une seconde chance. Heureusement, Rob Zombie, dans sa grande plénitude, nous a offert apparemment une suite qui n'est pas encore sortie en France, ou que j'ai pas encore vue en France, où finalement ils sont pas morts à la fin. Faut du coup, ça va. Vraiment arrêter avec ces suites. S'il vous plaît. En parlant de Rob Zombie, son remake d'Halloween, Halloween de 78, donc est très bien. J'ai beaucoup aimé. Rob Zombie fait des choses bien. Ouais, je suis d'accord. Des fois. Oui, comme bon, pas mal de réals, il a quand même fait des trucs assez cool. Et je vous conseille en vrai. Après le Halloween. Ouais, le Halloween et Devil's Reject. Mais le meilleur film d'horreur de tous les temps reste Freddy versus Jason. Ah, mais celui-là, mais il est rigolo. Parce que vraiment, personne... Enfin, il y a un seul mec qui l'a imaginé, ils ont fait un film avec. Oui, mais en fait, il le teasait depuis longtemps. Oui. Les deux licences se teasaient ça depuis longtemps. Je me souviens je crois que c'est Jason va en enfer, donc vendredi 13, 8, 9, quelque chose comme ça. Et où à la fin, tu as le masque de Jason qui est dans la poussière ou quoi, et tu as la griffe qui sort la griffe de Freddy qui sort et qui emmène le masque de Jason. Ça faisait des clins d'œil. Ça me fait vraiment penser à Alien vs Predator, tu sais, où t'as des clins d'œil depuis longtemps, et puis un jour, ils ont décidé de faire le film. Mais tiens, j'ai envie de parler d'un truc. Enfin, moi, c'est des films que je crois n'avoir vu que le premier de cette longue saga, et pas des meilleurs sur la suite, mais j'en garde pas spécialement un souvenir impérissable, encore une fois, c'est Hellraiser. Est-ce que tu as un truc, toi, par rapport à Hellraiser ? Alors, je les ai pas tous vus parce que j'ai dû voir les deux ou les déjà, mais j'ai dû en voir 2-3. Le premier m'a marqué dans l'imagerie en fait surtout. Et surtout ça m'a... Pennyhead, je crois, c'est ça son nom. Ouais, c'est ça. Avec ses clous sur la gueule, j'avoue que quand j'allais à une époque assez lointaine que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu, donc dans les vidéoclubs. Waouh. Avant Vidéo Future, avant ça, il y avait des vidéoclubs indépendants. Et tu sais, quand j'allais dedans et tu voyais les jaquettes. Ouais. Je me rappelle que Hellraiser, la jaquette avec le mec avec ses clous, m'a toujours effrayé. C'est pour ça que je l'ai loué à la base, moi. Je l'ai vu au vidéoclub. Mais j'étais trop jeune, moi, en vrai, pour le... Surtout, ma mère, elle aurait jamais voulu. Elle me faisait regarder des films de Stallone et de Schwarzy, mais bon, à 7-8 ans, pas direct un film d'horreur. Ouais, je comprends. Mais je crois que c'est une de mes premières vraies expériences Hellraiser avec ce qui pourrait s'apparenter à un look un peu gothique, tu sais. Donc il y avait quelque chose, ça me taraudait en fait. Puis alors le côté clou, etc. Sachant que bon, j'ai quelques piercings, etc. Machin. L'imagerie m'a plu tout de suite en fait. Après l'histoire en elle-même, ouais, bon. Mais l'imagerie était intéressante et pareil, la souffrance qui pouvait délivrer aux humains au travers ces films, c'est pas mal. J'aime bien.
Et après, j'ai vu The Crow, qui n'est pas un film d'horreur, mais qui a définitivement planté en moi le côté un petit peu emo, goth. Je suis, c'est vachement bien ça. J'aime bien. On pensait à toi. Brandon, où que tu sois, t'as fait 2 films, mais dont un qui était pas fou, et puis t'as fait The Crow. C'était bien. Rapid Fire et The Crow, après il est mort. J'ai regardé au ciel, je sais pas pourquoi, j'ai regardé mon plafond du coup. Passe le bonjour à Paul Walker. Et Ça pour moi c'est des films d'horreur. Hein. Genre, je suis vierge de Fast and Furious. Je pense que si un jour on décide d'en faire, d'entrer le film, pour moi ce sera un dépucelage de Fast and Furious. Je n'en ai vu aucun. Ouais, mais comme tu le sais, je dirais pas fan, mais c'est des films que j'aime regarder et moquer. Mais voilà, avec Julien, un de nos amis communs, on peut en parler des heures et toujours autant rigoler. Et ça fait partie. Enfin, pour moi, vraiment, Fast and Furious, c'est un peu ce que c'était les films d'action des années 80-90 où t'avais beaucoup de punchline et en même temps de l'action. Et ben, Fast and Furious est devenu ça. Et j'ai pas vu le dernier parce qu'à un moment donné, c'est juste trop. Et il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien à en tirer, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà quoi. Si j'ai bien un peu compris l'idée, je pense que, encore une fois, le premier Fast and Furious devait être ancré, c'est un peu à la fois, t'es dans le monde des bagnoles et des courses illicites, et puis un petit peu dans le gangstérisme. Et c'est une enquête policière, globalement, avec des enjeux un peu comme ça. C'est un remake de Point Break, point barre. D'accord, mais avec des voitures. Du coup, pas de surf, mais des voitures. Pas de surf, mais des voitures. Et quand ils volent donc des camions, c'est des télé cathodiques et des caméscopes. Donc très bien ancré et dans des son magnétoscopes, époque. pardon. Merci beaucoup. Donc oui, aujourd'hui quand tu le regardes, tu fais c'était les braquages, c'est un autre truc. Hein. Des séries de films comme ça qui se sont perdus pour revenir sur l'horreur. Freddy, c'est un bon exemple en fait, je trouve. Mais Freddy, Halloween. Enfin, t'as vu que là il y a Halloween Ends qui est sorti Non, j'ai pas vu. Et bah avec Jamie Lee Curtis qui revient. Mais elle était pas déjà revenue dans l'épisode précédent où elle se fait tuer dans la scène pré-générique. Moi j'attends juste que ce soit elle qui bute tout le monde à un moment donné parce que j'attends que ça. Mais ouais. à un moment donné, Massacre à la tronçonneuse, Freddy, même Jason, tout ça à un moment donné, laissez ces séries mourir. En fait, laissez-les reposer une vingtaine d'années. C'est comme regarde Scream, on est au combien là, 6e, 7e? Non, je crois que c'est le 5e qui est sorti. 5e. En plus, il porte pas de numéro, il s'appelle juste Scream. Mais il a pas été super bien accueilli de ce que j'ai vaguement vu sur Twitter. Ouais, puis à un moment donné, il faut arrêter. Scream 1 était vraiment cool parce qu'il réinventait des codes et il s'en moquait en plus. Mais pareil, laissez-les tranquilles ces séries. Essayez de faire autre chose. Ou essayer de réinventer en fait un petit peu. Il y en a qui arrivent très bien, donc pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, ou si vous voulez réutiliser, si les prods, écoutez-nous, parce que notre voix compte évidemment. Exactement. Mais il faut laisser reposer à un moment donné ces séries-là et arrêter de tirer comme ça sur le. Enfin, il n'y a plus rien à sortir au bout d'un moment. Voilà, les Scream et encore Scream 4, c'est pas le meilleur, mais il a réussi à intégrer les réseaux sociaux et les nouveaux médias dans son intrigue. Donc, allez, c'était plutôt cool. Le 2, j'ai jamais aimé, Scream. Le 3, d'ailleurs, il n'y a qu'un tueur dans le 3, il me semble, et ce qui est un peu détonnant. Non, je crois qu'il y a vraiment qu'un tueur. Et puis cette histoire de... Voilà, ça allait trop loin, donc à un moment donné, laissez reposer le soufflet. Là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont rappelé à chaque fois les mêmes acteurs, mais... David Arquette, c'est un survivant, mais au bout d'un moment, je pense qu'avec trois coups de couteau dans le dos, là, une porte, un plein, au bout d'un moment, tu meurs. Il prend tarif à chaque épisode, surtout. Bien sûr. Mais bon, il faut bien payer ses impôts, quoi. C'est ça. Et puis quel porn-stash incroyable. Ah oui. Donc du coup, Doudou, est-ce que tu as d'autres films ou thèmes horrifiques que tu aimerais aborder? Non, je pense qu'on a... Maintenant. On a bien digressé. Oui, on a gratté la surface sans rentrer dedans parce que y a dans toutes les listes qu'on a faites, il y a sûrement des films qu'on traitera d'enculés. Enfin, plus profondément. Enculé profondément, c'est pas mal. Dans des films. Et puis, c'était histoire de parler de notre ressenti de l'horreur. C'est ça. J'aime pas. Il y a plein de genres qu'on n'a pas abordé parce que c'est pas le sujet. Et puis c'est compliqué, même dans les sous-genres et tout. Il y en a tellement aujourd'hui de sous-genres de l'horreur qu'on peut pas. Enfin, on essaie d'être exhaustif et de pas durer 4 heures. C'est ça. Et puis c'est pas notre. Voilà, nous encore une fois, quand on parle d'un sujet,
on n'est pas expert et on préfère effleurer la surface et vous parler de notre ressenti qui va toucher, je pense, qui peuvent intéresser des gens parce qu'on est des gens normaux sans connaissance spécifique du cinéma. Du coup, d'autres gens normaux peuvent se retrouver là-dedans et avoir leur mot à dire aussi. Si Oui. vous avez votre mot à dire, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez lancer votre chaîne YouTube. C'est ça. Et on vous invitera. Et Non, on fera pas ça. Non, on n'a pas le temps. Si on fera ça, peut-être, si vous êtes On fera intéressant. ça, ouais. Et non, mais en vrai, et puis comme vous avez pu le comprendre, on n'a rien préparé à l'avance, on n'avait pas une liste de films qu'on voulait parler de ça. Ça s'est fait vraiment Ah, je t'ai envoyé le sujet assez tôt. à l'impro, ouais, mais je l'ai pas lu. Et donc, Mais encore une fois, on préfère ça. Je pense que moi, c'est ce que je préfère, c'est être en roue libre. Si on commençait à avoir un texte et un machin, déjà, ça n'aurait pas de sens parce qu'on est que en audio et ça perdrait de naturel. Je pense donc c'est plus sympa de oui, débattre puis comme ça. ça et se puis sentirait de beaucoup, se laisser je pense. porter, hein. Oui, ça se sentirait pour beaucoup parce qu'on n'est pas comédien. Non, ça s'est vu. Ah oui. Ça s'est entendu. Oh, j'ai fumé. J'ai fumé. À À la semaine prochaine pour un Felf. Grand Budapest Hotel. La Peste Hotel, ouais, c'est ça. Et oui. Et prenez soin de vous. Et Et voilà. prenez soin de vous. Et des bisous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.